Donc bonjour Benoît, je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le blog de moncapitaine.com. Donc on s'est rencontrés il y a quelques mois et je me suis dit que ton parcours, qui était un parcours à la fois militaire et civil, dans le domaine du management, pouvait être intéressant pour les lecteurs. Donc je t'ai recontacté pour savoir si tu voulais bien faire cette interview. Et puis nous voilà. Donc je vais commencer par te laisser te présenter. Et puis après je te poserai toute une petite série de questions. Et j'ai eu aussi quelques questions de la part des lecteurs qu'ils vont te poser directement, puisque je vais les lire à leur place. Je te laisse la parole. Bonjour Rodolphe, merci de cette opportunité de communiquer avec les lecteurs et les visiteurs du blog Mon Capitaine, qui est un bel outil. Mon parcours, rapidement, un parcours d'officier dans l'armée de terre, l'école militaire de Saint-Cyr, qui m'a amené à commander un régiment blindé Leclerc, avec deux dominantes, une dominante très opérationnelle, en France mais aussi à l'étranger, en Afghanistan, au Liban, en Côte d'Ivoire, au Kosovo. Et puis une dominante formation. J'ai été instructeur, formateur dans différentes instances jusqu'à l'école de guerre. Ensuite, j'ai basculé dans le merveilleux monde de l'entreprise. Oui. J'ai été directeur de la formation d'un groupe de services B2B qui employait 16 000 personnes. Et puis ensuite, rapidement, j'ai eu envie de me mettre à mon compte et je suis devenu consultant formateur en management. Consultant formateur en management, donc au profit d'entreprises qui souhaiteraient faire appel à toi pour pouvoir booster leur cadre ou les former sur justement des techniques de management, c'est ça? Alors, d'entreprises ou d'autres organisations, j'ai parmi mes clients des collectivités locales, Oui. voire des hôpitaux ou des fondations. Mais former leur cadre, oui. Les accompagner aussi, il y a souvent dans la vie des managers des moments de transition un petit peu compliqués à gérer, prise de poste, réorganisation et changement de structure ou changement de business model. Et parfois, il y a des cadres qui apprécient d'être accompagnés, soit individuellement, soit collectivement. Et D'accord. puis, bien entendu, les fondamentaux de la formation du management, c'est-à-dire les petits trucs et astuces qui permettent à un jeune parce que ce sont souvent des jeunes Oui. mis dans des responsabilités de management de s'en sortir en valorisant ses qualités et en trouvant les moyens d'aller minimiser les éventuels défauts qu'il percevrait chez lui. D'accord. Super. Un vaste programme et justement on va en parler. Je vais te poser quelques questions un peu précises qui vont permettre aux lecteurs de Mon Capitaine d'en savoir un petit peu plus. Alors ma première question, c'est c'est la suivante. C'est quel est l'événement le plus marquant de ta carrière en termes de commandement ou de management? Alors, c'est pas exactement un événement, c'est une séquence. C'est une séquence qui a duré 6 mois en Afghanistan. J'étais chef opération des forces de l'OTAN pour la région de Kaboul, c'est-à-dire que D'accord. j'étais responsable de la préparation, de la conduite des opérations, mais également de la gestion de crise. L'environnement était, on va dire, un petit peu instable, et j'avais une équipe d'environ 40 personnes qui venaient de 18 pays différents. Ok. On parlait tous en anglais, aucun n'avait l'anglais comme langue maternelle, Oui. et pour tenir le coup et pour réussir la mission, eh ben, on a fait un travail d'équipe véritablement. Et quand je dis un travail d'équipe, ça va très loin, c'est-à-dire que même les décisions qu'on prenait, il y avait une grande dose de coopération, de jeu collectif dans la préparation de la décision. Et ça a été on a rempli la mission, donc l'efficacité opérationnelle était au rendez-vous. Et puis, je suis resté en contact avec pas mal de personnes de cette équipe-là, signe que les gens n'étaient pas si malheureux que ça. Oui. Et donc, c'est une belle expérience qui m'a permis de mettre une réalité sur un concept que j'avais un petit peu de façon un petit peu floue, qui était que quand on joue collectif, on est à la fois plus efficace pour l'entreprise, mais aussi on est plus heureux dans son métier, dans son travail. Ok. Super. La question suivante, c'est quel conseil en organisation basique dans son travail au quotidien donnerais-tu à un jeune chef? La base, c'est de maîtriser son agenda. Ok. Ça se traduit par trois, trois actions très simples. Primo, prendre rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait spontanément parce qu'on les apprécie et d'autres moins. Eh ben, faut se bloquer des moments dans son agenda et les inscrire sur l'agenda où là, on va faire ces choses désagréables mais nécessaires. Ok. La deuxième partie, c'est se fixer et fixer à son équipe des délais raisonnables et les respecter. Il y a quelque chose qui m'a frappé à la fois dans les armées et puis en entreprise, c'est les prises de parole dans les réunions. On dit à quelqu'un, vous avez 10 minutes de Oui. parole, il vient avec 20. Chez les anglo-saxons, on s'embête pas.
Quand on a 10 minutes, à 8 minutes ou à 9 minutes, il y a une petite lampe qui s'allume, et à 10, des fois, il y a un klaxon. Ok. On se fait avoir une fois, et après, on respecte les délais. Donc c'est bien garder ces délais et garder cette maîtrise du temps. Et enfin, le dernier point, c'est se libérer du temps. Manager, c'est pas être derrière un bureau, un ordinateur, à envoyer des mails et à recevoir. Il faut aller voir les gens. Déplacez-vous pour aller voir quelqu'un au lieu de lui envoyer un mail. Allez prendre un café. Descendez avec les fumeurs au pied de l'immeuble avec votre café. Même si vous n'êtes pas fumeur, C'est vrai. vous allez rencontrer des tas de gens et apprendre plein de choses sur votre entreprise. Prenez du temps, allez voir les gens. C'est ça qui est important. Le contact humain, c'est ce qui fait la différence. Alors pour le coup des fumeurs, j'ai vu que tu avais écrit un article à ce propos sur ton site internet. Oui, Ça m'avait beaucoup marqué et je pense que je le reprendrai pour en parler aux lecteurs de Mon Capitaine. C'est une très bonne idée. Si tu m'autorises. mais bien sûr, Rodolphe. Merci beaucoup. Alors la question suivante, c'est quels sont les meilleurs conseils en commandement que tu donnerais à un jeune chef? Deux ou trois conseils, voilà. En fait, c'est un conseil qui tourne autour de la décision. Commander, c'est décider. Oui, Dans la décision, on est seul. Que ce soit en entreprise ou dans les armées, on n'en est pas au vote à main levée pour savoir si on passe à droite ou à gauche, si on donne la priorité à tel produit ou à tel autre. En revanche, avant, avant et après, il faut jouer collectif. Quand on associe son équipe à la préparation des décisions, d'abord, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ils ont des compétences, oui, ils ont une expertise, ils ont des points de vue différents parce qu'ils viennent d'autres horizons culturels, professionnels, et le rapport va enrichir le travail de préparation de la décision. Et en plus, ils auront le sentiment justifié que cette décision, elle est un peu la leur. Ensuite, on décide. Là, on est chef, on assume et on décide seul. Et après, on va expliquer la décision, c'est-à-dire qu'on est capable d'expliquer la décision. C'est pas de se justifier, c'est simplement dire j'ai pris cette décision en fonction de tels et tels éléments. Donc, ça implique un minimum de rationalité. On sort des décisions prises sur des coups de tête ou des caprices. oui. Et enfin, on s'assure que la décision a bien été comprise. C'est-à-dire que tout le monde est bien d'accord sur le sens qu'on donne au projet, sur l'orientation et sur la façon dont on va réussir à remplir la mission. Et avec ça, on a gagné. Super. Alors, quels sont les meilleurs conseils opérationnels que tu donnerais à un jeune chef? Le premier, faire simple. Comme disent les Anglais, KISS, Keep it simple, stupid. Tout ce qui est compliqué, c'est joli sur PowerPoint, mais en général, ça foire sur le terrain. C'est vrai. Donc, si c'est simple, ça marche. Ensuite, management, c'est faire et pas faire à la place d'eux. Donc il faut s'astreindre à faire. Ça veut dire former, ça veut dire accompagner, ça veut dire évaluer. C'est chronophage, mais c'est l'essence du management. Et enfin, on a toujours un problème de gestion du temps. La solution parfaite qui arrive trop tard, c'est juste un gâchis terrible et un échec assuré. Donc, ça va paraître un petit peu surprenant, mais je dirais que le management, c'est faire au mieux avec les informations dont on dispose dans les délais qu'on a. Si déjà on arrive à ça, c'est pas mal. La perfection, elle n'est pas de ce monde et elle n'est pas du monde de l'entreprise ni du monde des armées. Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce qui, dans l'art du commandement militaire, peut, selon toi, le plus servir dans le civil? Alors là, Rodolphe, je vais te parler d'amour. Ah, Ce qui caractérise les militaires en général, c'est qu'ils aiment leur métier et qu'en plus, ils aiment les gens avec qui ils l'exercent. C'est d'ailleurs le paradoxe de l'engagement militaire, c'est que finalement, je prends l'exemple d'un jeune officier, être officier, c'est pas vraiment l'essence du métier d'officier, c'est pas d'aller mourir pour son pays. Oui, non. C'est de dire à des gens qu'on aime, qui sont ses subordonnés au quotidien, d'aller risquer leur vie pour la mission. C'est ça, l'essence du métier. Et en entreprise, c'est la même chose. En entreprise, si on apporte cet amour du métier, si on aime ce qu'on fait, et si on aime les gens, ça ne veut pas dire que on méconnaît leurs défauts, leurs faiblesses, mais qu'on aime les gens en général, on est gagnant. Et ça, cet amour des gens, ce sens du contact, je l'ai senti chez les anciens militaires de façon quasi permanente. super. Génial. Bah écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on s'intéresse aux gens avec qui on travaille et qu'on finalement qu'on apprend à les apprécier, à les connaître,
ça change tout. On fait pas son Mais ouais. travail. En fait, j'utilise une expression sur mon blog qui dit, on gère pas les gens comme on gère un fichier Excel. Le fichier Excel, c'est comme l'image qu'on peut avoir du militaire. On lui dit garde à vous et il fait ce qu'on lui dit de manière exacte et informatique. Et ben, quand il s'agit de management des hommes, qu'on soit dans l'armée, qu'on soit dans le civil, finalement, c'est exactement la même chose. Et si on prend la peine de s'intéresser aux gens et de les aimer, ben, on prend son pied dans son travail et c'est ça qui est génial. Et on a des retours hors du commun. Oui. Des satisfactions énormes, énormes. Alors, pour toi, quel est le personnage historique qui te plaît le plus et pourquoi? Alors, là, c'est un peu la question piège, parce que c'est vrai qu'il y a les grandes figures. Bonaparte, avant qu'il devienne Napoléon, en plus, il a créé Saint-Cyr, donc c'est quelque chose. De Gaulle ou Churchill. Mais comme on est sur le blog de mon capitaine, je vais parler d'un capitaine auquel je suis assez sensible. Ce capitaine, c'est Thomas Sankara. Thomas Sankara, il a été chef d'État du Burkina Faso pendant 4 ans, au début des années 80. Oui. Et alors, il était très loin de mon univers, il était marxiste, il avait créé une cellule d'ouvriers communistes, d'officiers communistes, mais il avait l'immense qualité de dire ce qu'il allait faire et de faire ce qu'il avait dit. Et jusqu'à son assassinat, pendant ses 4 ans à la tête de l'État burkinabé, il s'est pas enrichi, il n'a pas été corrompu, et il a travaillé avec des résultats qu'on peut juger perfectibles, certes, mais il a travaillé dans la direction qui s'était fixée, qui était d'améliorer le bien-être du peuple burkinabé sur les plans de l'agriculture, de la santé et de l'éducation. Et donc moi, c'est un jeune capitaine. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Thomas Sankara reste une référence dans pas mal de mouvements qui en ce moment agitent l'Afrique, où notamment les jeunes font référence à cette figure un petit peu mythifiée, certes, mais qui reste très prégnante dans l'imaginaire africain. Super. Bah, écoute, je te remercie d'avoir repris cet exemple-là parce que c'est vrai que ceux que tu as cités précédemment, c'est des gens que tout le monde connaît, c'est un peu tarte à la crème. Et je te remercie de t'être engagé en choisissant quelqu'un qui sorte de l'ordinaire et qui soit un petit peu hors des sentiers battus. Merci, merci Benoît. Alors, la question suivante, quelles sont tes citations préférées? Ah, la démocratie est le pire de tous les systèmes, à l'exception de tous les autres, comme dirait c'était Churchill. Et après, il y a souvent des aphorismes qui me font sourire, mais qui sont un peu méchants. Ce que me disaient mes instructeurs quand j'étais jeune officier à Saint-Cyr, ils me disaient, si tout le monde est d'accord avec vous, méfiez-vous. Ça, l'unanimité, et là en plus, un conseil donné dans un cadre militaire qu'on pourrait croire rigide, rétif à la discussion et au dialogue, moi c'était un bel exemple. C'est vrai. Bah écoute, moi j'ai une petite anecdote. Là je viens de prendre un poste et j'ai plusieurs personnes à manager. Et j'en ai un qui râle tout le temps. Et il se trouve que la dernière fois, il était d'accord avec moi. Je dis, c'est louche quand même, là vous êtes d'accord avec moi, vous me contredisez pas sur le... je sais pas si on dit contredisez. Enfin, Ouais. généralement quand je dis quelque chose, vous mettez souvent en opposition. Et là, vous êtes d'accord avec moi. Il y a un truc qui cloche, qu'est-ce qui va pas? Il a rigolé, et j'ai dit non, mais c'est bon. Et ensuite, on est passé au point suivant, ça nous a permis d'avancer et de tourner justement cette petite opposition du chef qui vient d'arriver, le chef qui est testé en fait. Et Ouais, voilà. et en plus, ta réaction par l'humour, elle est très bonne. Parce que finalement, l'humour bien mené, ça permet de dire des choses que finalement, dites dans un cadre plus formel, plus sérieux, seraient gênantes. Tandis que là, sur le ton de l'humour et de la rigolade, bon ben voilà, on fait passer un message, Voilà. l'autre le comprend, parce qu'en général, il n'est pas forcément pas idiot, et c'est gagné. Voilà. Alors, pour conclure cette première partie, la première partie des questions générales, je vais te demander si tu as une anecdote particulière qui te plaît particulièrement et pourquoi. Alors, c'était en 2005, République de Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan, chef opération de la Force Licorne, qui à l'époque comptait 5000 hommes. Là, on était tous entre Français. Et on avait des bataillons disséminés dans toute la Côte d'Ivoire. Et un bataillon à 600 km d'Abidjan, à Mans, qui est une préfecture, mais c'est quand même pas une grande ville à l'échelle européenne,
nous fait un compte rendu en disant voilà, il y a un fabricant de meubles chez lequel il y a un incendie, c'est en train de se transmettre à la station-service qui est à côté. Il n'y a pas de pompiers en ville capable d'intervenir. Nous, avec mes soldats, on va intervenir avec une citerne à eau et des extincteurs. Donc là, je suis à Abidjan et je lui dis, on n'intervient pas sur un feu de station-service avec uniquement des extincteurs, c'est un truc de professionnel, il faut presque des pompiers d'aéroport. La seule chose raisonnable à faire, je suis désolé, mais on doit protéger la vie de nos soldats avant tout, c'est de faire évacuer la zone, y compris par nos soldats. Et puis de laisser l'incendie se dérouler. Et il me répond très rapidement, non, c'est bon, on y va, et il coupe la communication. Alors, j'étais un peu embêté. Ouais. Et puis, en fait, renseignement pris, le fabricant de meubles, c'était un artisan qui rempaillait des chaises sur le bord du trottoir, et la station-service, c'était un type qui effectivement vendait du carburant, mais il le vendait au litre dans des bouteilles en verre. Okay. Donc, l'incendie prenait des proportions tout à fait maîtrisables, et effectivement, avec quelques dizaines de litres d'eau et des extincteurs, ils en sont venus à bout. Mais moi, ça m'a appris deux choses. La première, c'est que l'homme sur le terrain, c'est lui qu'il faut écouter parce que lui, il est au contact de la réalité. Et la deuxième, c'est que nos représentations sont comme un boulet qu'on traîne. Moi, j'étais à Abidjan, qui est une grande ville par bien des côtés, qui est une capitale économique. Et donc, pour moi, Français arrivant de France, étant à Abidjan, une station-service, c'est des cuves avec des dizaines de milliers de litres de carburant prêtes à exploser. C'est une bombe en pleine ville. Ben non, voilà. Une station-service, à Mans, c'était un type qui vend de l'essence, sans doute coupée d'eau, dans des bouteilles et qui la vend au litre. Donc voilà, méfions-nous de nos représentations et faisons confiance au terrain. Super, merci pour cette super anecdote que je trouve assez croustillante. Alors, ensuite, on passe à la deuxième partie de cette interview où j'ai laissé la parole à mes lecteurs et j'ai deux personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de te poser des questions. Alors, Philippe a deux questions. La première, c'est il aimerait savoir quelles sont les grandes techniques de management utilisées dans les entreprises privées dont les armées ont pu s'inspirer. Alors, très franchement, je n'en vois pas et je vois plutôt un mouvement inverse, c'est-à-dire avec des entreprises qui s'inspirent de ce qui se fait dans le cadre militaire. En revanche, il y a des outils. Il y a beaucoup d'outils, que ce soit dans le domaine RH, les modèles d'évaluation un peu à 360, les systèmes d'information RH. Dans le domaine du contrôle de gestion, on s'est beaucoup inspiré, et pas forcément du meilleur côté de ce qui se faisait dans l'entreprise. Et puis également dans la qualité. Mais c'est plutôt un mouvement qui va, en manière de management, des armées vers l'entreprise. Ok. Alors, en parlant de cette question, il aimerait savoir également si, depuis une vingtaine d'années, on peut dire qu'une attention particulière a été apportée à certaines catégories de recrues, jeunes ou féminines en particulier, et si un discours particulier leur est tenu par leur chef. Alors, les jeunes, depuis le début de la conscription, et puis même après, quand elle a été suspendue et qu'on est passé à l'armée professionnelle, les jeunes, c'est la base du recrutement. Donc, s'adresser aux jeunes, c'est dans l'ADN des armées, armée de terre, marine et armée de l'air. Oui. Là, il n'y a pas de discours particulier. On s'adresse aux jeunes parce que notre première cible de recrutement, ce sont les jeunes. En ce qui concerne le personnel féminin, il n'y a pas de discours particulier, mais pendant mes années dans les armées, j'ai bien senti une évolution des mentalités. C'est-à-dire que la tolérance, elle n'est pas encore zéro parce que ce serait un vœu pieux, mais la tolérance a nettement diminué pour tout ce qui était propos et comportements sexistes, mais également racistes. Et donc l'attitude des militaires vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes d'origine étrangère, est quand même bien plus respectueuse que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années, en tout cas quand je suis rentré dans l'armée. D'accord. Je vois tout à fait et j'ai le même ressenti. Alors, en fait, j'ai dit qu'il y avait deux questions, mais en fait, il y en a trois. Enfin, il se demande si les dernières restructurations connues par les armées ont pu s'effectuer en s'inspirant de modèles privés. Alors là, clairement, non. On est dans la sphère publique. Les restructurations militaires, on est dans le domaine régalien. Donc on est dans les prérogatives de l'exécutif. On travaille avec des contraintes budgétaires extrêmement fortes et une intervention permanente du politique, quel qu'il soit, que ce soit l'élu,
ou le personnel syndical, car le personnel civil de la défense est fortement syndiqué, pour des questions d'aménagement du territoire, d'implantation et d'enjeux économiques locaux. Oui. Donc, même la création des bases de défense, à laquelle j'ai été associé puisque j'ai commandé une base de défense expérimentale à Marseille, a été purement bureaucratique. Donc, on est vraiment dans un processus. Quand une entreprise se réorganise, elle a un objectif et elle se donne les moyens d'y parvenir. Oui. Et en général, son objectif, il est lié à son business, c'est-à-dire se recentrer sur son cœur de métier, améliorer sa rentabilité, aller développer ou conquérir de nouveaux marchés. Quand la défense se restructure, c'est en général parce que les moyens sont en baisse, et donc il faut faire, dans le meilleur des cas, autant avec moins, dans certains cas, plus avec moins, et donc on cherche à rationaliser. Mais certains ont assimilé la création des bases de défense à une mutualisation du back-office. Bon, c'est une facilité de langage. On est clairement dans un processus administratif et je dirais même bureaucratique. Bon, on va pas s'étendre sur la question parce que c'est vrai que c'est assez délicat de voir la façon dont c'est géré justement et cette dichotomie qu'il peut y avoir entre gestion saine et aménagement du territoire qui peut être du coup irrationnel. Alors, il faut quand même pas perdre de vue que dans les années 2000, la gestion du territoire, elle était encore très présente. À partir du moment, et notamment les dernières réformes avec la création des bases de défense, la dimension aménagement du territoire, elle a clairement été mise de côté et cette mise de côté, elle était affirmée d'entrée de jeu dans les attendus du projet. Donc ça a nettement diminué les pressions. Malgré tout, on reste avec des enjeux économiques locaux forts. Une ville comme Commercy dans la Meuse, quand son régiment a fermé, ça a presque tué, entre guillemets, la vie de la cité. Oui, Donc c'était dramatique. ok, je comprends. Alors enfin, on va terminer par une question de Simon qui te demande comment gérer un subordonné direct qui conteste les ordres, voire qui refuse d'exécuter les ordres. Alors la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle l'entretien de recadrage, quelque chose de formel, on le reçoit. Si on est dans un cadre militaire, ça s'appelle un rapport, il y a un cahier de rapport hiérarchique. Si on est dans un cadre civil, c'est un entretien de recadrage. Et après, que ce soit le règlement de discipline générale pour les armées ou le code du travail pour les entreprises, les moyens existent, les outils pour sanctionner de façon graduée existent. Le seul problème, ça va être le respect des procédures, quelles qu'elles soient. Elles sont un peu plus lourdes en entreprise parce que il y a souvent une dimension syndicale à intégrer, Oui, mais elles existent. Et surtout, la volonté de le faire. Parce que très souvent, le manager confronté à ce genre de problème, il va voir une chose, il va voir le temps que ça lui prend. Et là, s'il n'est pas prêt à y consacrer du temps, qu'il ne se lance pas dans la procédure. Mais à ce moment-là, ça porte un nom, ça s'appelle la démission. oui, je vois. Ça existe dans les armées, ça existe dans les administrations et ça existe dans les entreprises. Voilà. Ok. Eh ben écoute, Benoît, je te remercie pour toutes ces réponses. Je tiens à rappeler que tu es le président directeur général de Team Decide, qui propose donc aux entreprises d'encadrer leurs cadres, de former leurs cadres, d'accompagner leurs cadres dans des logiques de management, dans des logiques d'organisation. Est-ce que j'ai bien cerné Team Decide? Tu as bien cerné le Team Decide. Ma vraie plus-value, c'est d'apporter de la coopération sur les projets d'entreprise. Et en fait, je me considère un peu comme un chasseur de coûts cachés, mais je touche pas à l'aspect financier. Je développe la rentabilité en améliorant le rendement de la ressource humaine. Ok, tu tâches à développer le potentiel individuel et collectif, finalement. Le potentiel, voilà. En fait, il y a beaucoup d'indicateurs qui permettent de développer la rentabilité financière. Après, on parle souvent de capital humain, mais le capital humain aussi il a une rentabilité. Et en fait, pour qu'il soit rentable, il faut y faire attention. Faites attention à vos collaborateurs et vous verrez, ils vous le rendront. Et ils le Super. rendront à l'entreprise. Super.
Que ce soit dans le civil ou dans l'armée, c'est exactement la même chose. Je te remercie de terminer sur cette note extrêmement positive. Tes lecteurs, tes visiteurs peuvent me contacter directement. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec eux. Et Très bien, merci de cette opportunité. je mettrai ton email et enfin tes coordonnées dans l'article qui supportera cet entretien. Merci. À très bientôt, Benoît. À bientôt.